Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, Mathias bonjour à Leboeuf, tous. journaliste et philosophe. Bonjour. Et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis et également tous les vendredis La Vérité en face, animé par Patrick Roger. Vous êtes face à Éric Tegner. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, je voulais juste vous dire demain le 11 mars, c'est la 11e journée mondiale d'hommage aux victimes du terrorisme. C'est important de le dire, de parler de cette journée. Et demain, il y a un concert à la Salle Colonne dans le 13e arrondissement. Je vous encourage, si vous êtes à Paris, à y aller. C'est un très beau concert BACH, B-A-C-H, To Life, avec un ensemble, c'est un concert assez exceptionnel qui va jouer des différents morceaux de musique classique pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Donc c'est important de le dire, d'annoncer ce concert et que vous y alliez si vous êtes à Paris. Ça coûte pas très cher en plus l'entrée et ça va être un très très beau concert. Et pensons à cette journée du 11 mars qui est une journée de commémoration, de pensée pour toutes ces victimes du terrorisme. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose de particulier. Complètement, effectivement. Je pense que c'est un moment qui est extrêmement important, qu'on a l'impression qu'on banalise de plus en plus, c'est qu'on a perdu lors de ces journées, de ces actes atroces terroristes. Effectivement, le fait d'avoir instauré une journée en leur mémoire est très important. D'ailleurs, c'est pas très français à la base de faire ça, et c'est pour ça que ça a du mal à rentrer dans les mentalités. Et il faut que nous, j'allais dire le mot forcé, c'est pas forcé, mais il faut qu'on s'oblige un peu à y penser parce que tout devient banal dans notre société. Absolument, c'est l'ensemble Arietta qui va se produire sur scène, donc je trouve que c'était une cause importante. On va continuer avec, je vous donne la parole, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mehdi, vous avez un coup de cœur pour un livre? Oui, alors en avant-propos, je voulais juste, puisque c'était la journée du 8 mars, donc je voulais faire aussi un petit coucou à Soraya Féministe. J'en avais parlé de son podcast Révolution des cœurs. Absolument. Et je sais qu'elle sort un podcast aujourd'hui qui est apparemment très dur, donc qui parle de l'émancipation des femmes musulmanes, donc je voulais lui faire un petit coucou. Alors donc, moi, mon coup de cœur, le nom de son podcast Révolution des cœurs, donc les gens peuvent aller l'écouter, et son Twitter c'est Soraya Féministe. D'accord. Moi j'ai un vrai coup de cœur. Alors là, pour moi, c'est mon Goncourt à moi. C'est le plaisir coupable. C'est un youtubeur qui s'appelle Ali Babal, Sagesse d'Islam pour les gens qui s'intéressent. Il a sorti un livre qui s'appelle Incroyable Islam, la religion qui met votre cerveau au défi. Et c'est exceptionnel. C'est le livre le plus drôle que j'ai lu de l'année. Je l'ai lu ce week-end, c'est rempli de caricatures, ça parle des hadiths, c'est absolument fabuleux. C'est un ovni. Faut pas être un peu cultivé comme vous pour comprendre. Non, justement, ça n'existe pas. Des livres comme ça n'existe pas. Je conseille véritablement à tout le monde de le lire. C'est d'utilité publique, c'est drôle, c'est pertinent, c'est un véritable petit bijou de liberté d'expression. C'est très rare. On va le lire donc dès ce soir. Franchement, allez le lire, je ne peux que conseiller le YouTube. Chez qui ? Du coup, c'est chez Amazon. C'est sur Amazon, on le trouve sur Amazon. Voilà. On le trouve donc il est pas édité, c'est marrant. Il n'a pas trouvé d'éditeur. Non, j'ai pas suivi les péripéties, donc je le connais pas personnellement. Je sais que c'est un livre qui sort véritablement d'un esprit très fécond, c'est rien de le dire, vu la teneur des caricatures dedans, les propos. Vous le connaissez ? Je le connais pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux. Il a signalé que c'est un apostat de l'islam, donc c'est un sujet qui le tient véritablement à cœur. D'ailleurs, c'est une parole qu'on n'entend pas assez. Et voilà, c'est mon gros coup de cœur. C'est rare que j'ai un coup de cœur de la sorte, mais lui, je l'adore. En plus, un message de paix, d'amour, de sagesse, de spiritualité, de science, voilà. Prenant le contre-pied des sociétés actuelles, l'auteur ne cède pas et nous interpelle. Quel meilleur avenir pour toute l'humanité que les lois de l'islam et leur modernité. J'imagine que c'est du second degré. Tout à fait ironique. Voilà. Et pour la petite histoire, il a sorti ça le premier jour du Ramadan. Ouais. Et donc plein de personnes ont acheté ce livre en se disant c'est super, ça va parler de l'islam, et en fait ils sont tombés sur que des caricatures. Bon, d'accord. Donc le coup de com' est absolument parfait. Et ça existe en format Kindle et en format broché, effectivement. Écoutez, vous nous avez donné envie de. Ah oui, on a très envie de le lire. Franchement, allez-y. Envie de le lire. On continue, tour de table avec vous, peut-être revenir, Mathias, d'un coup de gueule.
Ouais, c'est un coup de gueule sur une nouvelle. Je sais pas si elle doit faire sourire un peu cyniquement ou si elle doit faire pleurer. Je pense que c'est plutôt la seconde option. On part en Russie parce que dans le cadre de la journée internationale de la femme, donc qui a eu lieu, c'était hier, samedi, oui, c'est ça, samedi. Le parti de Poutine a offert des hachoirs à viande à des mères de combattants qui sont morts sur le front. Alors c'est l'initiative d'une branche locale du parti au pouvoir, la branche de la région de Mourmansk, qui a eu cette idée pour le moins saugrenue. On voit des photos avec des légendes. Alors on voit des mères de famille avec un bouquet de fleurs et puis un hachoir avec cette légende: chère mère, pour la force morale et l'amour qu'elles ont investi dans l'éducation de leurs enfants. Alors, encore une fois, moi, quand j'ai entendu cette information, j'ai pensé que c'était soit le Gorafi, soit une fake news, et en fait, pas du tout. Alors, pour être c'est quand même assez incroyable. Et pour être tout à fait honnête, c'est quand même une information qui, en Russie, a quand même fait polémique et qui a déclenché pas mal de réactions d'internautes. Donc bon, il y a eu une indignation assez forte, notamment parce qu'il y a une grande polémique en Russie sur justement l'utilisation que fait l'armée russe de ces jeunes recrues, et cette stratégie qu'on appelle justement la stratégie du hachoir à viande, c'est-à-dire mettre massivement, chair à canon, c'est exactement ça, mettre massivement des jeunes recrues en première ligne de front pour arriver à justement bouger la ligne de front. Voilà. Toujours est-il que, alors on peut se demander s'il s'agit d'une maladresse, et effectivement le parti, la branche de Mourmansk a dit que non, c'était une erreur, qu'en fait, c'était une des mères qui avait demandé parce qu'elle n'en avait pas et que du coup, ils avaient offert à toutes les mères locales un hachoir. Donc maladresse ou alors mépris total de la vie des jeunes, comment dire, militaires qui vont au front et qui se font tuer. Justement, l'idée, c'est de pas oublier que dans ce genre de conflit, en général, c'est souvent des jeunes qui servent de chair à canon et de hachoir et qui vont mourir au front pour parfois des causes qui ne leur regarde pas. On va y revenir, on va parler de l'Ukraine évidemment dans l'heure qui suit. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Stéphane Simon. Sud Radio. Alors vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors merci et merci encore, et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vous sur Sud Radio, aujourd'hui nous débattons et commentons l'actualité avec Mehdi Raïch, analyste politique, Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face, présenté par Patrick Roger. Vous êtes face à Eric Tegner et vous avez également une chaîne sur YouTube, Les Indécis, chaîne de débat politique. Comment financer l'effort d'armement, les ZFE, c'est la une du Figaro. Faut-il un moratoire sur ces zones à faible émission où la grogne commence à être assez importante, dérive des frais chez France Télévisions, et puis le nombre des violences sexuelles dans les transports qui flambe plus 86% en 10 ans. Il est peut-être temps de s'en préoccuper. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alex Darmon, c'est la manif du 8 mars. Oui, la manif qui s'est déroulée samedi pour le droit des femmes, la journée nationale du droit des femmes, qui s'est déroulée normalement. Non, je plaisante bien entendu, elle s'est pas du tout déroulée normalement, puisque comme chaque année, vous avez eu des heurts, et notamment cette phrase qui a été prononcée: nous sommes celles que vous ne voulez pas voir. On va écouter une des phrases qui a été prononcée au cours de cette manif. Némésis, casse-toi. La manif n'est pas à toi. Ouais, mais alors là, c'est plus sur la phrase de prononcer nous sommes celles que vous ne voulez pas voir. La phrase prononcée par le collectif Nous Vivrons. Vous savez, c'est un collectif qui a été créé au lendemain du 7 octobre pour rappeler la mémoire des victimes femmes lors des massacres du Hamas. Et cette phrase, elle a été prononcée à la fin de la manifestation officielle, vers 17h30, et au début de la manifestation officieuse, celle à laquelle ont eu le droit de participer ces femmes juives
juives principalement. Il y a aussi d'ailleurs le collectif, il faut le dire, des familles azédites, exactement, qui ont aussi participé. Et en fait, chaque année, c'est la même chose. Il y a un an, je faisais exactement le même coup de gueule sur votre plateau. Absolument. Rien n'a changé. Enfin, si, il y a une chose qui a changé, c'est vrai, c'est que vous avez encore plus de CRS et plus de policiers pour protéger ces femmes qui voulaient participer. Voilà, participer à cette journée des droits des femmes, journée internationale des droits des femmes, et qui sont insultés. D'ailleurs, je dis insultés, c'est de sionistes. C'est devenu une insulte, le sionisme. Mais il faut quand même rappeler que le sionisme a été créé à la fin du 19e siècle en France, suite à la montée de l'antisémitisme, notamment par rapport à l'affaire Dreyfus, notamment par rapport au pogrom russe. C'était ça le sionisme à la base. C'était revendiquer le droit d'avoir un État parce que les Juifs étaient acceptés nulle part. Et on retombe exactement pareil dans la même situation. Les seuls élus qui sont présents aujourd'hui à gauche, en tout cas, sont traités de sionistes, de fascistes. Et d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais ils sont juifs aussi, ces élus à gauche qui vont participer avec Nous Vivrons, parce que les Jérôme Gage, Ariel Veil, parce que les autres élus à gauche, mais ils vont Jérôme Gage, mais ils vont participer. Très bien. Ils vont participer. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur Jérôme Gage, qui s'est compromis avec LFI, qui soudain ouvre les yeux. Il n'a pas eu de compromis avec LFI. Alors pour le coup, je prends pas souvent sa défense, mais en 2024, il s'est lui-même mis en marge. En 2024, oui, très bien. Il a mis du temps. Mais il est revenu en 2022, mais il s'est lui-même mis en marge de ses accords électoraux. Comment on peut exclure effectivement des femmes d'une manifestation Non, mais c'est de l'antisémitisme. Enfin, c'est rien d'autre. Faut arrêter de vouloir se voiler la face. C'est de l'antisémitisme. D'ailleurs, quand vous entendez certaines députées LFI sur leur compte Twitter, qui ont pendant longtemps appelé les Juifs, qui après ont appelé les Juifs les sionistes, qui aujourd'hui appellent les Juifs les coloniaux ou les colons, et maintenant les génocidaires. Et maintenant les génocidaires, c'est juste de l'antisémitisme. Il fallait trouver une raison. Mais moi, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que ces femmes, elles se sont réunies samedi pour rappeler la mémoire de toutes les femmes, que ce soit les Palestiniennes, que ce soit les Israéliennes, que ce soit même aujourd'hui en France, des femmes au Soudan, et des femmes aujourd'hui en France qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Et je terminerai par une chose, c'est que il y a eu le Parisien qui a ressorti cet article qu'il avait sorti il y a 2 ans sur cette jeune femme qui s'appelait Esther en Israël, et qui a caché son nom volontairement. Esther en hébreu, ça veut dire se cacher. Et ben c'est exactement ce qu'elles ont fait, ces femmes. Elles se sont cachées samedi pour pouvoir manifester leur soutien à ces femmes-là. Et cette femme Esther, pour vous dire, depuis 2 ans, elle marche plus. Elle a été violée au Festival Nova le 7 octobre. Devant son conjoint, elle a été tabassée en même temps qu'elle a été violée, et son conjoint devait la regarder avec un couteau sous la gorge, et depuis le 7 octobre, cette jeune femme, elle ne marche plus. Voilà. Et en fait, c'est ça que ces femmes ont voulu faire samedi, c'est manifester un tout petit peu d'amour. C'est compliqué à comprendre pour ces femmes qui pensent bien penser les autres, mais elles ont voulu manifester un tout petit peu d'amour pour ces femmes-là. Moi, je déteste cette journée, je dois le dire. Et je trouve que cette journée est l'occasion de se donner bonne conscience. Moi, je me bats depuis des années, chaque 8 mars, pour quand on me dit on va faire un plateau de femmes, bah non, on fait pas un plateau de femmes, on en fait dans l'année. C'est l'occasion. On a surtout besoin des hommes pour aussi ensemble défendre les droits des femmes. Et puis ces pubs pour des, non pas pour des hachoirs, pardon de ce mauvais jeu de mots, mais pour des aspirateurs, pour des hommes qui vous disent bonne fête le 8 mars. Enfin, c'est quelque chose qui fait donner bonne conscience, et on veut un peu plus d'action que de bonne conscience. Je sais pas qui. Ce qui est terrible, et je souscris à tout ce qui vient d'être dit, c'est que bon, effectivement, on peut critiquer cette espèce de manifestation un jour comme ça dans l'année, mais surtout ce qui est terrible, c'est que cette manifestation donc à l'occasion de la journée des droits de la femme est dévoyée par des tas d'autres choses qui n'ont rien à faire et qui piratent. C'est devenu politique. En fait, c'est devenu une manifestation politique. Et d'une certaine façon, moi je suis souvent opposé à eux, mais au collectif Némésis, mais que le collectif Némésis n'est pas non plus que ce soit compliqué pour eux de manifester, c'est absurde, parce que même si on n'est pas d'accord avec eux, normalement ils devraient pouvoir le faire, quoi. Ouais, oui. Alexandra, vous vouliez prendre ce coup de gueule. Alex m'a pris mon coup de gueule, mais j'ai ce coup de gueule régulièrement. De toute façon, depuis le 7 octobre, depuis les pogroms du 7 octobre et les massacres du 7 octobre et les viols de ces femmes israéliennes, on a bien vu la faillite collective des associations féministes. On voit bien qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Et moi, je pense quand même que cette journée, elle a du sens,
c'est important de rappeler que partout dans le monde, on fait du corps des femmes un champ de bataille. Et c'était finalement cette manifestation, elle nous a rappelé que on a complètement invisibilisé la souffrance des femmes israéliennes par, merci de l'avoir dit Alex, par pur antisémitisme. On dénie le droit à ces femmes d'être des victimes parce qu'elles sont juives. Le féminisme, c'est l'une des rares causes qui peut être transpartisane. Donc c'est ça. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est coopté par la gauche. C'est un peu comme le sujet de l'immigration à une époque où le Rassemblement national a mis ses mains dessus. Et finalement, plus personne ne pouvait parler de ce sujet. Et moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai vu la jeune garde, je crois, bloquer le cortège. Donc on voyait le cortège avec Nous Vivrons, Femmes Azadi et un peu plus loin Némésis qui ne pouvaient même pas accéder à la manifestation place de la République. Et ce qui est fondamentalement dérangeant, c'est que ça veut dire qu'une partie des femmes sont elles-mêmes exclues par les autres femmes. Ouais. Parce qu'elles ne correspondent pas au bon archétype de la victime. Absolument. Et c'est tragique, puisque si le féminisme ne prend pas en compte toutes les femmes, c'est que ce n'est pas un féminisme. Ouais. Donc c'est plus que dommageable, c'est qu'en fait on est en train de tuer littéralement la cause. Bien sûr. Et peut-être on le fait régulièrement ici, mais rendre hommage à nouveau à Mona Jafarian et aux femmes Azadi qui sont courageuses, vraiment, et qui dès le 7 octobre ont dit leur effroi face au sort des femmes israéliennes. Et à noter que Mona Jafarian, si je me trompe pas, elle vit sous protection policière. Absolument. Donc c'est quand même dire la gravité de la situation. Et aussi une pensée pour les femmes afghanes. Les femmes afghanes, ce que je voulais dire. Il n'y avait pas grand monde à la manifestation samedi pour les femmes afghanes. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent de leur sort. Et, ce sont des oubliés, très clairement, parce qu'elles ne correspondent pas à l'archétype de la bonne victime. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Typiquement, ça peut être un peu tendancieux. Moi, je suis pas spécialement fan de Némésis, loin de là, mais il est peut-être rappeler ce que c'est que Némésis. C'est un collectif de féministes qui se présentent comme identitaires. Voilà. Peut-être qu'elles me corrigeront, mais en gros c'est ça. En gros c'est ça. Mais on peut pas non plus nier le vécu de ces femmes-là, en dépit qu'idéologiquement on peut être en totale contradiction avec elles. Je pense à une personne comme Claire Géromini, il me semble, je ne sais pas si elle en fait partie, mais on ne peut pas nier ce qui lui est arrivé. Qui a été violée par... On ne peut pas dire juste parce que tu es un ennemi ou un adversaire politique. Parce qu'elle est droite... T'as pas le droit de souffrir. T'as pas le droit de souffrir. Je ne peux pas prendre en compte ton ressenti. Et ça, c'est tragique. Je vous propose qu'on marque une pause et puis Alexandra, vous pourrez évoquer le massacre d'Alaouites en Syrie, là aussi un massacre sur lequel on trouve, je trouve qu'il y a des personnalités bien silencieuses. À tout de suite. Oui. C'est Brigitte Lahaye. Sud Radio. Grâce à vous, nous sommes 1 million sur YouTube. Écoutez, franchement, bravo et merci à tous d'être à l'écoute de Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous jusqu'à midi. Alors Alexandra Spinner, vous vouliez parler, et c'était un sujet qui était prévu, des massacres qui sont en train d'avoir lieu en Syrie. Oui, plus d'1 millier de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été assassinées dans la ville de Bania, dans un silence assourdissant de ceux qui auraient dû le dénoncer les premiers. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, nous avons tous les idiots utiles de l'islamisme qui nous ont vanté cette nouvelle démocratie. À commencer par notre ministre des Affaires étrangères. À commencer, et effectivement, lui le premier. La chute d'Assad, l'un des pires dictateurs, est une bonne nouvelle pour la liberté du peuple syrien. Nous soutenons une transition politique. Oui. C'était un taliban modéré, ou je ne sais plus l'expression. C'était le Monde qui inclusif. Ouais, voilà, inclusif. Non, ça c'était le ministre des Affaires étrangères. Alors le Monde aussi a fait inclusif, c'était le ministre des Affaires étrangères. Alors on avait quand même quelques signaux inquiétants. Enfin, j'espère qu'ils le sont pour tout le monde. On a eu la ministre des Affaires étrangères allemande humiliée, à laquelle le nouveau patron de la Syrie n'a pas voulu serrer la main. On a eu une vidéo du nouveau ministre de la Justice syrienne, Shadiel Waissi, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui lui a prononcé une condamnation à mort pour prostitution à côté d'une femme à genoux qui a été exécutée en pleine rue. On avait quand même quelques signaux très inquiétants. Et on s'aperçoit bien sûr qu'il y a une espèce de talibanisation qui est en route dans ce pays. Et évidemment, les premières victimes sont les chrétiens, les femmes, et les enfants.
Et les enfants. Et les hommes, et les hommes, oui. Alors Mathias. Et les Alaouites qui sont. Alors, oui, là, moi je trouve que vous avez une lecture quand même très partielle de ce qui se passe quand même en Syrie, parce que les premières victimes là sur les tueries, c'est pas les chrétiens, c'est les Alaouites. Oui, premièrement, je l'ai dit. Et les Alaouites qui sont le clan entre guillemets de Bachar el-Assad. Et puis il y a une autre chose. Alors bien évidemment, je veux pas avoir l'air de défendre le président syrien premièrement, et puis c'est absolument tragique que les civils soient justement les premières victimes de règlement de compte, mais on n'est pas absolument certain que ce soit les forces les nouvelles forces gouvernementales qui soient à l'origine de ces tueries. Bien loin s'en faut, puisqu'il semblerait que ce soit même des forces étrangères. Et ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui en Syrie, il y a un vrai risque d'éclatement territorial de la Syrie, puisque à l'ouest, il y a des forces pro-Bachar el-Assad qui continuent à lutter contre le nouveau pouvoir, et que justement, ce qui a déclenché ces tueries, c'est l'attaque d'un convoi de sécurité par des forces anti-nouveau pouvoir. Donc, à mon avis, il faut rester très 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 prudent sur la nature des conflits qui s'y déroulent, parce qu'on est encore une fois dans une forme d'anarchie. Et au passage, le nouveau pouvoir a expliqué qu'il y allait y avoir une commission d'enquête, et deux a appelé. On peut sourire, mais il faut bien évidemment. Mais bon, c'est pointé du doigt immédiatement. Et encore une fois, je veux pas défendre le pouvoir en place en Syrie, qui est pas effectivement un pouvoir très rassurant, mais les choses me paraissent un peu plus compliqué. Plusieurs témoins accusent des islamistes radicaux ou des djihadistes étrangers d'être à l'origine des attaques, refusant l'autorité du nouveau pouvoir et la transition démocratique. Le président par intérim du pays a mis en place un comité indépendant chargé d'enquêter sur les massacres. Il faudrait peut-être mettre fin déjà aux massacres avant d'enquêter sur les massacres. C'est des musulmans qui tuent des musulmans. Hein. Mais malheureusement, c'est des chrétiens en l'occurrence. Ça peut quand même nous indigner. Bien évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement de facilité à pointer quand c'est des musulmans qui tuent des chrétiens, et à juste titre. Je veux dire mais là, il y a des chrétiens quand même qui sont massacrés aussi. Non, mais je voudrais juste qu'on soit d'accord sur le nouveau chef de la Syrie, dont on ne peut pas franchement dire que ce soit un grand démocrate. C'est un terroriste. Par exemple, au moment de la chute de Bachar el-Assad, c'est HTC ou HTS, je confonds toujours. Le HTC, je crois. Oui. HTC. C'est un conglomérat de mouvances. Et forcément, une fois que le pouvoir Bachar el-Assad est parti, il y aura une lutte interne. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Mais une chose, lorsque Al-Joulani, a pris le pouvoir, il a donné une interview, il me semble que c'était à la BBC ou à la CNN. Oui. Et on voit derrière lui le nouveau drapeau syrien, et personne n'a fait l'analyse de l'image qui est quand même fabuleuse. À droite, on voit un drapeau blanc avec très distinctement, on peut voir quelques écritures noires. On connaît ce drapeau sous une autre forme, le drapeau de Daesh, noir avec les inscriptions en blanc. C'est le drapeau Al-Awqat, si je me trompe pas. C'est le drapeau de la guerre, c'est du djihad offensif. Et le drapeau blanc dit exactement la même chose, sauf que c'est juste un symbole d'unité. Mais il dit aussi que c'est l'instauration d'un État islamique. Donc c'est quand même, moi ça me perturbe de voir que par exemple quelqu'un comme Emmanuel Macron fait qu'on va l'inviter, alors que ce même Al-Joulani dit très clairement que ce qu'il va mettre en place, il le montre avec des symboles. Il s'en cache même pas, c'est ça qui est insupportable. Le fait de faire sa première allocution dans la mosquée des Omeyyades, si je ne me trompe pas, c'est aussi symbolique. Et on ne le voit pas, ce sujet-là. Et je trouve ça grave, c'est-à-dire que même si le massacre des civils est inacceptable, mais on est quand même face à... la Syrie, c'est quand même pas... C'est une pépinière à terrorisme. C'est un pays qui est totalement éclaté entre différents... C'est affreux ce qui se passe là-bas. Oui, mais ça n'empêche pas de s'indigner et de s'étonner quand on parle de 1000 personnes. De 1000 personnes qui sont tuées. Alors vous allez me dire, il y en a sûrement... Depuis jeudi, et ce sont les chiffres, officiels, qu'on veut bien donner, on ne connaît pas les chiffres officieux. Et deuxièmement, quand on annonce une commission indépendante pour savoir ce qui s'est passé depuis jeudi... Dans un pays qui ne l'est pas, puisqu'ils sont aussi une grande partie de ce qui se passe en Syrie.
je sais pas si on peut parler de service public, est assurée par la Turquie. Mais oui, complètement. Donc, il n'y a rien d'indépendant là-bas. Et les vidéos qui nous parviennent par les associations de défense des chrétiens d'Orient sont quand même édifiantes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute possible sur. Et puis, pardon, mais où sont les réactions internationales? Non, mais c'est ce que je dénonce. Ou des députés français, quelqu'un comme Rima Hassan qui se dit palestinienne alors qu'elle est syrienne. D'origine syrienne, exactement. Et l'ONU qui n'intervient absolument pas, qui est si prompte à réagir pour d'autres conflits, qui là n'intervient même pas en déclarant que les premiers chiffres sont inquiétants. Voilà. Alors effectivement, il y a des silences qui sont assourdissants. Moi, je voulais revenir sur Macron. C'est pas pour le défendre parce que je le défends quand même rarement, mais il y a un moment donné où la réelle politique fait que on est bien obligé de discuter avec le pouvoir en place. Donc inviter à l'Élysée, c'est pas discuter. C'est sûr. Faire la diplomatie, je comprends parce que c'est lui le chef. Alors laissez terminer Mathias. Non, mais effectivement, après effectivement les questions de protocole, il peut y avoir différentes formes. Mais je vous rappelle que on avait invité le président libyen sous Kadhafi à l'Élysée également. On lui avait laissé monter sa tente, que Khomeini avait été hébergé en France bien des années aussi au début des années 80, en 79 je crois. Donc voilà, on est justement obligé de lier langue avec ces gens-là. Peut-être pour éviter le pire. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, quoi. Ouais. Et alors, réaction de Bruno Retailleau, qui fait réagir certaines personnes, parce qu'il dit, après le massacre des minorités chrétiennes et alaouites par des barbares islamistes en Syrie, ces communautés comptent sur la communauté internationale et la France en particulier. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Non, mais après, c'est un sujet qui le tient très à cœur. Il est très engagé pour les chrétiens d'Orient. Il faut être honnête, il avait son groupe un groupe de soutien aux chrétiens d'Orient. C'est vraiment un combat qui mène au moins depuis 10 ans. Mais maintenant, moi, il soutenait un peu Bachar el-Assad également. Au passage, il faisait partie des parlementaires qui soutenaient Bachar el-Assad. Qui avait fait un voyage effectivement en Syrie. Non, un voyage ne vaut pas soutien. Non, mais qui avait fait un voyage. Enfin, c'est pas un voyage d'enquête. Juste, ce qui est très important de dire, à mon avis, c'est que depuis déjà plusieurs mois et plusieurs semaines, et dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, moi, je suis curieux de savoir qui va encore rentrer en conflit avec la Syrie, parce que là, on s'est juste reculé pour mieux sauter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, et on le sent, on commence à le sentir venir, les Israéliens vont encore être sollicités. Ouais. Vous allez le voir, à la frontière syrienne, ils vont être sollicités pour pouvoir faire le nettoyage. Eux à qui on a reproché de faire le nettoyage au Liban, et on va encore leur reprocher, les gens qui ne parlent pas aujourd'hui, en tout cas en France, et les politiques, de ne pas en parler. Et ben vous verrez que dans les prochaines semaines, ils vont être obligés d'intervenir. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société et de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, trop de sujets, pas assez de temps. Peut-être un mot sur le nombre des violences sexuelles dans les transports. Que fait la région Alors, non. Plus 86% en 10 ans. Frotteurs, agresseurs, vols. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, il y a eu une libération de la parole. Et c'est heureux, on en parle beaucoup plus. Voilà, c'est important. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour chacune d'entre nous de se dire que on ne peut pas prendre les transports et être en sécurité. Mais alors, on a quand même avec Île-de-France Mobilité déployé des moyens humains et budgétaires extrêmement importants pour permettre une présence plus nombreuse des personnels de sécurité sur l'ensemble du réseau. C'est la première chose. On a 3000 effectifs de sûreté qui sont déployés par Île-de-France Mobilité sur l'ensemble du réseau pour un montant de 300 millions d'euros.
Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'attaque pas au problème. On a déployé de la vidéoprotection dans les transports. C'est ça, oui. Ce sont plus de 80 000 caméras qui sont déployées sur l'ensemble du réseau. Nous demandons aussi que ce qui a été fait pendant les Jeux Olympiques avec l'intelligence artificielle puisse être généralisé et sur tout le réseau francilien. Vous avez le 3117 qui a été mis en place avec la RATP et la SNCF et avec des formations de nos agents de sécurité, une formation qui est faite par Stand Up pour former nos agents à affronter les fraudeurs et comment gérer ces situations-là. Donc on est évidemment très 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 impliqués et on a à cœur que les femmes puissent être en sécurité. J'entends des amis moi qui prennent le métro, elles me disent je mets une capuche, je retourne mes bagues, je prends un sac banal. Enfin, on prend des précautions aujourd'hui quand on est femme et qu'on prend le métro. Je sais pas qui veut. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Il y a que des surtout non, mais attendez, les hommes peuvent s'en émouvoir. Pour moi, je circule beaucoup en métro, je prends beaucoup de métro et même le RER, enfin, puisque je vis en banlieue. Alors, personnellement, j'ai jamais assisté à d'agressions sexuelles, mais justement, le déploiement de la vidéosurveillance, ça devrait être efficace normalement, au moins pour. En fait, pourquoi le problème persiste? C'est ça la question. Parce qu'on sait très bien qu'il y a dans toute la société des violences contre les femmes et c'est pas. Enfin, je veux dire, pourquoi les transports en seraient exemptés. Je veux dire, on fait face, on essaie vraiment d'endiguer ce phénomène. Je ne suis pas certaine que ce soit un phénomène qui ait explosé. Je pense vraiment que c'est dû à la libération de la parole et je m'en réjouis. Mais moi, par exemple, je suis maman. Quand ma fille revient et m'explique ce qu'elle vit dans les transports, je peux vous assurer que voilà, on est tous concernés. Maintenant, je pense que la vidéo algorithmique, celle qu'on a utilisée pendant les Jeux Olympiques, c'est reconnaissance faciale. En fait. C'est pour repérer les comportements agressifs ou les comportements suspects. On l'a expérimenté avec les JO, par exemple sur les colis suspects ou bien la descente sur les voies. Non, mais il faudrait que ce soit complètement courant. Mais il y a une augmentation. Mais l'État ne veut pas. On a un refus. Ça pose des problèmes quand même importants. Oui, c'est très bien tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça en avance, mais je pense que rien ne remplace malheureusement pour ce genre de sujet la présence humaine. Et vous parliez des JO, si sur les JO ça a été, il faut le dire, une vraie réussite, c'est aussi parce qu'il y avait un nombre considérable de policiers et de sécurité dans les couloirs du métro. Et je pense que on parle souvent de dissuasion ces derniers jours pour d'autres sujets. Je pense que la meilleure des dissuasions, c'est la présence sécuritaire. Et je peux vous dire que là, les malades, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les malades qui se permettent d'avoir des comportements complètement inappropriés et répréhensibles dans nos transports en commun ne séviraient pas. Je pense que ça doit passer par. On a 3000 effectifs de sûreté. Non mais je dis pas que c'est pas beaucoup. Je dis juste que quand on a une cause aussi importante et une cause, je vais le dire, nationale, parce que c'est une cause nationale, effectivement, que les jeunes filles ou que les femmes tout court ne puissent pas prendre le métro dans de bonnes conditions. Je pense qu'il faut mettre les moyens encore plus. Et c'est pas un reproche que je fais à la région. Je dis juste que c'est peut-être une solution et qu'il faut faire cet effort, je pense, supplémentaire à mon avis. Appuyer ce que dit Alex. Alors, étant un homme, j'ai rarement vécu ce type de situation. Par contre, il est frappant de constater que chez toutes mes amies tout le monde, là au moins, enfin toutes les femmes que je peux connaître, ont au moins connu une fois ce type de situation. On a tous rencontré un frotteur dans les transports à un moment ou à un autre. Voilà, pour un homme, c'est quelque chose de anormal. Enfin, on n'a pas ce réflexe. Par contre, pour les femmes, c'est une habitude. Alors, on reste. Il y a vraiment un sujet important dans cette situation, c'est que la vidéoprotection, elle permet aussi de déposer plainte
Oui. Parce qu'on a la preuve, parce qu'avant c'était parole contre parole, et ça, voilà. Et donc il y avait, c'était encore faut-il que la plainte soit. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Excusez-moi, parce que je vais préciser une chose. Je pense qu'il y a aussi autre chose, Alexandra, qu'il faudrait faire. C'est nous, les hommes, il faudrait peut-être être plus concernés par ces questions-là. Maintenant, moi, comme tu l'as dit, Mélie, moi, j'ai pas été confronté à ça. Et si ça se passait devant moi, je pense que je réagirais. Il faut évidemment. Voilà. Il faut réagir. Il faut réagir. Et encore réagir aujourd'hui. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de couteau. Bien sûr. Mais bon. Mais toutes nos nouvelles rames de métro vont être équipées de caméras et de vidéoprotection. Restons dans les transports avec les ZFE, donc les zones à faible émission. Vendredi, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, était sur Sud Radio, l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Je veux un moratoire pour un certain nombre de territoires. Mais moratoire, oui, on va refaire un machin, encore un truc, on va parler et se rendre compte que c'est compliqué. C'est de l'écologie pour bourgeois. Désolé, mais moi, les ZFE, venant d'une famille très modeste, c'est priver les gens des centres-villes. Et je ne comprends. Pour moi, c'est une politique anti-pauvre. C'est peut-être caricatural ce que je veux dire, mais c'est exactement le cas. Mais non, c'est ça, parce que ça veut dire que les voitures les plus anciennes, on les exclut. Et d'autant plus qu'on veut promouvoir la voiture électrique, mais c'est la voiture la plus chère sur le marché. Donc ces gens-là ne pourront pas acheter de voiture, donc ils n'auront pas accès au centre-ville. Alors que c'est là où se fait en grande partie le travail. Et le pire, c'est pour les commerçants. Dire qu'on le voit bien au quartier du Marais, il y a plein de boutiques qui ont fermé. En fait, c'est une écologie pour le coup punitive, désolé d'être caricatural, qui n'a pas de sens. Et pour moi, le Europe Écologie Les Verts ou des partis écologistes, on retombe un peu sur le même sujet que le féminisme, c'est-à-dire que l'écologie devrait être un sujet qui touche absolument tout le monde, qui soit transpartisan. Et là, c'est accaparé par un petit parti qui en fait un objet politique, alors qu'il s'est complètement décorrélé de la réalité. Surtout ça n'a aucun sens. Il faut bien savoir que ça n'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pollution de l'air. C'est pas du tout une mesure écologique. C'est simplement, c'est tout à fait. C'est un délire de bobo. C'est ségrégation sociale. Oui, c'est ça. C'est faites du vélo. En Allemagne, ils reviennent sur l'installation de ce genre de zone parce qu'ils s'aperçoivent que ça pose quand même. Même les écolos. Les écolos. Ils s'aperçoivent que ça pose des problèmes fondamentaux quand même de liberté de circulation et en particulier socialement, effectivement, ça pénalise les plus faibles socialement et que l'incidence en plus écologique est quasi nulle. Donc nous, on a beaucoup de retard là-dessus et surtout, il faut que les écologistes françaises se rendent compte que l'écologie punitive n'a aucun avenir. C'est-à-dire que si on veut arriver à convaincre les gens à rentrer dans une forme de transition écologique et à changer les comportements, tant qu'on continuera à leur taper sur les doigts et en particulier à taper sur les doigts des plus faibles, on n'y arrivera pas, quoi. Puis vous verrez en plus qu'on réglera notre problème si on arrête un peu avec ces délires. Attention, moi je suis écolo. En tout cas, on est tous écolos. Voilà, à mon degré. Mais je pense que l'écologie, c'est pas non plus un délire où il faut dire tout et n'importe quoi. Et je dis, on réglera un autre problème parce que quand vous regardez les finances publiques et la dette publique dont tout le monde nous parle, quand vous regardez la part de l'écologie, parce qu'il faut transformer à chaque fois, il faut qu'on puisse transformer ce qui est demandé, ça coûte énormément d'argent. Baladez-vous dans Paris ou même dans les grandes agglomérations françaises, vous verrez les changements considérables qui ont été faits, sans parler des ZFE en tant que tels, les autres coins de Paris où il y a beaucoup moins de voitures, où on a transformé les routes, vous verrez que ça, plus personne ne circule. Deux, que quand vous prenez le contrôle du dioxyde qui est fait, ça n'a rien changé, mais vraiment absolument rien changé. Et trois, ça coûte, pour reprendre une expression du président de la République, un pognon de dingue. Mais vraiment, de dingue. Donc, par conséquent, peut-être qu'il faudrait un peu se poser, faire un audit, pour le coup, des retombées. Mais je terminerai par une chose, c'est que rien ne va changer, là, d'ici 2027, 2026. De plus, rien ne va changer. Mais il y avait une consultation qui avait été refusée. Vous savez ce qu'elles valent. On consulte, les gens émettent des avis qui ne sont jamais répétés. 97% de non et ont été enterrés. On sait comment fonctionne la mairie de Paris. Mais ce qui est que je trouve terriblement inquiétant, c'est que c'est une mesure sociale
qui va être explosive, parce que je vous invite. C'est une bombe. Bien sûr. Oui, c'est vraiment c'est une bombe à retardement, parce que je vous invite à imaginer ceux qui vont recevoir des PV qui sont de l'ordre de, je crois, de 68 ou 70 euros, je ne sais plus. Vous pouvez imaginer la colère légitime. C'est socialement aberrant. C'est socialement c'est une écologie bureaucratique. Regardez, absolument. Une auditrice me dit, je suis auto-entrepreneuse, je fais des prestations de services, j'ai besoin de ma voiture, mais je suis non éligible, ça m'enlève du boulot. Oui. J'ai demandé une dérogation qui se fait par mail. Écoutez bien, la réponse sera dans 2 mois et ils m'ont précisé que les verbalisations commenceront cet été. Parce qu'en fait, vous pouvez vous garer dans ces zones ZFE, mais vous pouvez pas circuler dans ces ZFE. Et c'est ça c'est absurde. Le vrai problème, il est là. Après, qu'on ait une juste mesure des choses, par exemple, je pense à une proposition de loi qui a été poussée par Yann Brossa au Sénat sur le fait de ne pas faire rentrer les SUV en plein Paris. Moi, je dis pourquoi pas. À la limite, pourquoi enfin, les SUV polluent moins que certaines voitures. Peut-être, mais pourquoi pas, ça peut s'expliquer. En revanche, qu'on fasse une mesure, comme vous le dites, antisociale, clairement. Les premiers pénalisés, ce sont les classes populaires. Alexandre Jardin a dit que c'est une mesure. En fait, il y a un mauvais arbitrage entre liberté, santé, donc du coup écologie, et économie. C'est-à-dire qu'on va tuer des secteurs entiers, des petites boutiques, des petits commerçants, ils vont voir leur chiffre d'affaires dégringoler parce qu'ils n'auront plus de clients. Et là, on voit que c'est pas du tout une mesure en faveur de l'écologie, parce qu'on sait très bien que ce qui cause le plus de pollution, ce n'est pas la circulation, c'est le chauffage au bois. C'est une réalité objective. Et même ça n'a pas de sens, parce que par exemple dans une grande ville comme Paris, si vous bloquez des zones entières, ça va. En fait, si les voitures ne peuvent plus circuler dans les autres ZFE, vous allez créer une embolie justement un peu plus loin avec le trafic. Ça n'a pas de sens. Je crois que chaque mesure écologiste qui est prise doit être prise à l'aune de son impact réel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses un peu idéologiques. Alors, d'une part, il y a des choses qui paraissent complètement absurdes, mais il faut aussi dire que, comme disait Jean-Yann, en France, tout le monde veut sauver la planète, personne veut descendre les poubelles. C'est-à-dire que on a un peu ce syndrome-là, c'est-à-dire que quand il faut trier, on dit ah bah non, trier ça sert à rien, le tri sélectif ça sert à rien, ah bah non. Donc il y a vraiment à un moment donné, il faut que l'écologie, quel que soit le parti qui la porte d'ailleurs, parce que ce soit des partis de droite, des partis de gauche ou des partis verts, que les mesures écologiques soient vraiment prises et évaluées à l'aune de leur impact, et là on arrivera à avancer. Alors, il faut peut-être juste cesser d'emmerder les Français aussi. Mais je crois que la transition écologique, elle se fera pas naturellement, hein. C'est-à-dire que quand on moi il y a des générations de boomers par exemple qui veulent pas changer parce que voilà, ils sont pas habitués, que pourquoi on s'emmerderait à changer pour mais là, ne soyons pas dans la caricature. C'est 60% des véhicules qui sont ciblés. 60% des véhicules. Sur ce cas-là, effectivement, c'est pas acceptable. C'est pas fini, non. On a encore un quart d'heure. Et c'est la pub. À tout de suite. Bonjour, c'est Philippe David. Bonjour, c'est Cécile de Manibus. Sud Radio. 1 million de merci pour 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Merci d'être fidèle au Parlons Vrai en vidéo comme à la radio. Et surtout, rendez-vous tous les soirs en direct de 17h à 19h pour les vraies voix Sud Radio. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Je dirais même plus. Merci. Oh, c'est beau. Sud Radio, Parlons Vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue de débattre. Les ZFE, en tout cas, vous mobilisent et peut-être qu'effectivement, certains craignent une révolte du même type que celle des Gilets jaunes. En tout cas, le mouvement, vous l'évoquiez, d'Alexandre Jardin, les gueux et Daniel Guichard prend de l'ampleur, et c'est vrai que quand les premières amendes vont commencer à tomber, je pense il y aura que forcément un mouvement de révolte légitime. Moi, j'ai changé de comportement, c'est-à-dire que je suis banlieusarde comme Mathias. Et je ne vais plus, je l'ai dit, j'ai changé de coiffeur qui était dans Paris, je ne vais plus faire de courses dans Paris, ça me stresse, et je ne veux plus. Mais parce que c'est justement ce qui est souhaité, c'est-à-dire qu'on dit aux banlieusards, restez dans vos banlieues, ne venez pas à Paris, c'est ça qui est insupportable. Ça va bunkériser effectivement les gens qui sont en banlieue, et d'un point de vue purement écologique, du coup, ça ne fait que déplacer l'impact de pollution s'il y en a. Mais ce qu'a fait la mairie de Paris, c'est très simple. Maintenant, on vit pas qu'à Paris, hein. Non, mais on vit dans son arrondissement déjà.
vous traversez de moins en moins Paris pour aller dans un autre arrondissement, ce qu'on faisait couramment avant, parce que c'est devenu un véritable enfer. Voilà. Alors, sauf à avoir sa journée entière à consacrer au périple, on ne le fait plus. Donc, on est tous bunkérisés dans nos arrondissements. Et cette mesure, que ce soit le périphérique, que ce soit les ZFE, c'est toujours la même chose. Ce sont des mesures contre ceux qui sont socialement les plus fragiles, contre ceux qui travaillent, contre les banlieusards. C'est ça qui est insupportable. Et ce mépris de la France d'en bas, on a vu ce que ça a donné avec les Gilets jaunes, et on ferait bien de faire attention à eux, parce que il y en a tout simplement assez de voir qu'ils sont toujours relégués de côté et que finalement personne ne s'intéresse à eux. C'est insupportable. Et puis autre chose, c'est que ces ZFE ou les autres d'ailleurs idées écolo qu'on prend pour les villes, on s'inspire souvent, vous savez, de ce qui se passe dans les pays scandinaves. Mais on n'a pas la même mentalité que les pays scandinaves. Moi, je me rappelle d'une interview que j'avais avec Yannick Jadot. C'est pas le même aménagement du territoire non plus. Oui, mais justement, aménagement du territoire. Avec Yannick Jadot, qui est quelqu'un d'intéressant quand vous parlez avec lui, mais qui, pour justifier les couloirs de bus ou les autres modes de système de transport à Paris, nous parlait de c'est formidable ce qui se passe à Copenhague. Oui, c'est formidable pour nous, mais pour un week-end, nous les Parisiens, ou pour les gens d'agglomération française. Parce que nous, on a besoin de se déplacer en voiture, parce que c'est notre mentalité et c'est notre culture. Et en fait, on a voulu transposer un modèle en France qui ne marche pas. Et vraiment qui ne marche pas. Et on l'a vu en 2018, ça ne marchait pas. On a voulu l'imposer et il y a eu la révolte qu'il y a eu à ce moment-là. Les couloirs de bus, c'est à mon avis... de vélo. Moi, je parlais du couloir de vélo. Couloir de bus, c'est autre chose. Okay, parce que les couloirs de bus, c'est Delanoë qui les a installés. Quand Delanoë les a installés, tout le monde a crié en disant oh là là, mais c'est pas possible. Tout le monde a dénoncé la dictature de Delanoë. Aujourd'hui, tout le monde dit bah effectivement c'est pas mal, ça circule plus vite en bus. Comment dire, le transport en bus s'est amélioré. De manière générale, enfin tout ce qu'on pointe, c'est on voit les défauts d'un État qui est trop centralisé et bureaucratique. Mais oui, mais évidemment. Alors que ce sujet-là, ça devrait être de la compétence de la commune, donc on parlerait de vraie décentralisation. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Quelques mots sur France Télévisions. 4 000 € par mois en notes de frais. C'est le site d'information La Lettre qui révèle ces débordements. Alors, apparemment, il n'y a pas eu de réaction, mais néanmoins, la lettre précise que 1000 salariés bénéficiaient d'une carte banquette corporate, donc d'entreprise, leur permettant d'engager jusqu'à 4 000 € de dépenses professionnelles mensuelles assorties d'un plafond de retrait atteignant 1 000 €. Donc il y a un avertissement quand même qui a été adressé à ses employés. France Télévisions a reconnu une recrudescence d'utilisation à des fins personnelles, je mets des guillemets, ainsi qu'une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire du groupe. C'est un groupe qui a un déficit de 41,2 millions d'euros. Moi, je pose la question, à quand un audit de France Télévisions ? Je veux dire, non, mais c'est mon argent. Moi, j'ai comme vous faites plusieurs plateaux de télé, j'ai un ami qui est expert et qui va de temps en temps sur les LCI, BFM. Il a été invité sur France Télévisions dans le Télématin. Il m'a dit, je n'ai jamais vu autant de monde sur un plateau. Alors, c'est une grosse émission, mais des assistants café, des assistants machin, quelqu'un qui va... Enfin, il y a quand même... Et j'ai travaillé à France Télévisions et je sais comment ça fonctionnait il y a 20 ans. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, à quand un audit de France Télévisions sur le fonctionnement ? Moi, oui, non, vous travaillez pour eux, donc vous devez pas vous mettre... Je travaille avec eux. Non, mais moi, écoutez, je sais pas quoi tout vous dire. Non, j'ai pas dit tout va bien. Mais vous savez, c'est comme dans toute entreprise. Quelquefois, vous avez malheureusement des dérives et c'est pas contrôlé. Mais pas comme dans toute entreprise. Les 4 000 €, ils servent à quoi ? Attends, laissez répondre. Juste, combien il y a de salariés à France Télévisions ? Je sais pas, beaucoup. Ça serait intéressant de savoir combien il y a de salariés à France Télévisions pour savoir si le nombre de cartes bleues qui sont distribuées sont... Parce que dans les grands groupes, vous pouvez avoir beaucoup de monde qui a une carte bleue entreprise. Maintenant, le fait qu'il y ait des dérapages, c'est certain. Il faut qu'il y ait un audit, mais ça ne vous a pas échappé qu'au mois de juin prochain, normalement, il y aura une nouvelle élection pour un nouveau président de France Télévisions, qu'on parle même d'une holding France Télévisions, qu'il y a une réforme qui doit être mise en place du service public, mais ça fait 40 ans qu'on laisse faire ça, entre guillemets. Donc, par conséquent, effectivement, un audit, des budgets de chaîne, et peut-être que France Télévisions doit être considérée comme toute autre chaîne privée, avec un budget
à respecter et un déficit à ne pas augmenter. Mais croyez-moi que depuis quelques semaines et quelques mois, et je le dis en tant que producteur, puisque je produis des émissions pour eux, je peux vous dire que les budgets ne sont pas les mêmes, qu'il y a quand même une vérification qui est faite et qu'on nous demande à nous producteurs, malheureusement, et là je parle en tant qu'encore une fois commercial pour eux, on nous demande de baisser nos budgets. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la situation qui a été faite. Sophie de Menton qui a tweeté, son tweet a eu beaucoup de succès, dans une entreprise privée mise à pied, le fisc sévit gravement. Mais là, il suffit de reconnaître, c'est pas grave. Point d'interrogation. Non, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Moi, je m'interroge souvent face au programme de France Télévisions aussi. Ouais. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, je comprends. Un vrai sujet. Ne mais demandez je pense pas à Alex. On pourrait avoir, on pourrait avoir une réflexion globale. Je note que l'Arcom ne s'en est pas inquiété. Je note la Cour des comptes devrait. La Cour des comptes ne s'est pas penchée sur ce cas. Je note que la procureure en chef, Madame Élise Lucet, n'a pas fait d'émission. Elle a dit qu'il n'y avait plus rien à creuser. Oui, bien sûr. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a quoi ? Il y a 1000 cartes à 4000 euros, c'est ça ? Donc ça fait quoi ? Ça fait 400 000 Alors non, c'est permettant d'engager des mensuels. Il n'y a pas le montant. Il n'y a pas le montant exact de. Il n'y a pas le montant exact de. Parce que quel est le volume global à l'échelle du groupe ? Non, mais dans quelle entreprise vous avez 4 000 euros de frais par mois ? Ah, c'est sûr. Dans quelle entreprise du privé vous avez ça ? Je suis très mauvaise en maths, mais 1000 par 4000, c'est 400 000 ? Non, c'est non. 4 millions ? Mais c'est 4 millions. Bah oui. Oui, c'est ça. Par mois. 4 millions par mois. Alors, il faut que ces chiffres soient vérifiés aussi. Donc, oui, absolument. Donc, il n'y a pas eu de. Alors, c'est ce que dit la lettre. Évidemment, on attend la réponse de France Télévisions, mais visiblement, il y a eu des avertissements adressés à des employés. Donc, et je répète, il y a quelque chose qui ne doit pas vous échapper, c'est qu'on est en période de campagne à France Télévisions. C'est vrai. Donc, les coups qui viennent à droite, à gauche, comme dans toutes les campagnes. Ouais, mais c'est vrai. Comme dans toutes les campagnes. Vous en avez de tous les côtés, donc moi j'attends avec impatience. Est-ce que les transports sont compris dans ces 4 000 euros ? Est-ce que c'est parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Puisque vous m'interrogez sur le rôle des producteurs par rapport aux prods de France Télévisions, je vais vous dire très honnêtement, et c'est assez remarquable pour le dire, quand vous faites des budgets pour France Télévisions et que vous devez partir tourner en province ou ailleurs, les frais de déplacement des gens de la chaîne ne sont pas pris en compte par la chaîne. C'est à France Télévisions de les prendre. Non, c'est pas le cas pour toutes les chaînes, je peux vous le dire. C'est à France Télévisions de prendre en charge les frais de transport aussi. Voilà. Mais la France, c'est quand même un pays miraculeux puisque on parle d'argent public. Oui, c'est ça. Sûr. Donc ça devrait être transparent. La chose la plus regardée, et on ne devrait pas perdre d'argent sur quelque chose comme ça. On devrait être à l'équilibre. Or là, on est en déficit total tout le temps. Et donc savoir qu'il y a des personnes qui surabusent au niveau des frais, moi, en tant que contribuable, ça m'énerve. 41,2 millions d'euros de déficit à France Télévisions, c'est pas normal. On s'est habitué à ça. C'est pas normal. On s'est habitué à ce type de gabegie financière. L'habitude, on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas s'habituer à ce type de phénomène. Il ne faut pas s'habituer. Mais il faut que ces chiffres soient vérifiés. Voilà, parce que c'est pas dit qu'il y a 1000 personnes qui ont dépensé 4 000 euros par mois. Il est dit que 1000 personnes avaient une carte de crédit qui leur permettait d'avoir 4 000 euros de notes de frais par mois et 1 000 euros de retrait au distributeur. Alors après, effectivement, on attend d'avoir les chiffres. Mais vous avez raison de rappeler qu'il y a une campagne qui est en cours. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée à tous. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.